deux de mes amis et moi venions d'entrer à l'université. L'un d'entre eux, John, partageait un appartement avec moi. L'autre, Rohan, vivait dans le dortoir de l'université. Il avait l'habitude de nous raconter des expériences amusantes qui se passaient dans les dortoirs, donc nous étions très intéressés et excités d'aller là-bas. Nous avons saisi cette chance et l'avons convaincu de nous laisser rester avec lui pour quelques nuits. La résidence universitaire était un bâtiment de 4 étages. Nous avons visité le premier étage et il y avait des chambres où les étudiants vivaient, puis le 2e et le 3e étage, et lorsque nous étions sur le point d'aller au 4e étage, nous avons remarqué un tissu rouge devant l'escalier. Nous avons demandé à Rohan ce qu'il en était. Il a dit qu'il n'en savait rien, et quand il a essayé de demander aux autres ce qu'ils en pensaient, ils n'ont pas répondu. Nous voulions nous rendre à l'étage, mais Rohan ne voulait pas, alors nous sommes restés dans sa chambre pour jouer aux cartes. Après avoir joué aux cartes, on s'est mis sur nos téléphones. C'est alors que John m'a envoyé un message pour me demander si je voulais aller au 4e étage. Mais je lui ai dit que Rohan ne nous laisserait pas y aller. Alors nous avons décidé que nous irions quand il s'endormirait. Après un moment, Rohan s'est mis à ronfler, donc, pensant qu'il s'était endormi, nous nous sommes levés. Mais alors que nous étions sur le point de sortir, ce dernier nous a appelés et nous a demandé ce que nous faisions. En réalité, il avait fait semblant de dormir. Comme nous nous étions fait prendre, nous lui avons tout avoué. Il fallait qu'il nous laisse partir. Alors on a insisté. Il a fini par céder et a accepté de nous accompagner. Le garde était en patrouille avec sa lampe de poche. Nous avons donc dû nous accroupir et marcher vers l'escalier. Arrivés devant l'escalier, Rohan nous a dit que nous ne pouvions pas retirer le tissu rouge et qu'il fallait passer en dessous. Nous sommes passés en dessous. Mais la peur a commencé à m'envahir lorsque j'ai entendu le son d'un bracelet de cheville. À ce moment-là, j'ai demandé aux autres s'ils pouvaient l'entendre. Ils ont dit qu'ils l'entendaient aussi. C'était comme si quelqu'un courait d'une pièce à l'autre. Trop effrayé, Rohan a voulu qu'on parte, mais John lui a dit qu'il pouvait partir s'il le voulait, mais que nous allions continuer. Il n'en avait pas envie, mais finalement, il est quand même resté avec nous. Nous sommes montés dans les escaliers, et en arrivant en haut, on a vu les chambres. Parmi celles-ci, il y en a une qui m'a donné des frissons dans le dos. Sur la porte, il y avait une énorme serrure avec beaucoup de talismans. Nous nous sommes rapprochés et avons à nouveau entendu le son du bracelet de cheville qui venait donc de l'intérieur de cette chambre. Curieux, j'ai décidé de regarder par le trou de la serrure, mais je n'aurais pas dû, car ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans la faible lumière du lampadaire, du côté opposé, j'ai vu un corps suspendu à un ventilateur, et en dessous, il y avait une fille qui dansait. Brusquement, je me suis mise à trembler de peur et ne pouvais plus bouger. Me voyant dans cet état, mes amis ont également voulu regarder un par un. Après avoir vu la même scène que moi par le trou de cette serrure, Rohan, terrifié, a commencé à courir dans les escaliers. Mais brusquement, il a trébuché et a perdu connaissance. Puis John a essayé de me tirer vers l'escalier avec lui, puisque je ne pouvais pas bouger.
En essayant de nous tirer vers le bas, il a trébuché lui aussi. Sa tête a heurté la rampe de l'escalier et le sang a commencé à couler sur celle-ci. Je suis resté assis sur mes genoux, totalement engourdi, regardant tout ce qui se passait devant moi, sans pouvoir bouger un doigt. Avant que je puisse comprendre combien de temps s'était écoulé, John s'est levé d'un coup et a commencé à danser comme la fille que j'avais vue dans la pièce. Son visage était devenu étrange. Puis soudain il a sorti sa langue et n'arrêtait pas de la mordre. Puis, comme un être possédé, il s'est mis à courir partout. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'en pouvais plus. Et c'est là que j'ai perdu conscience. Lorsque j'ai repris mes esprits, je me suis rendu compte que cette nuit horrible n'était pas terminée, bien au contraire. Rohan était toujours inconscient dans les escaliers et John lui était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Mais à chaque fois qu'il touchait le verrou, il agissait comme si sa main le brûlait et celui-ci se mordait la langue de colère. Et là, tout à coup, il me regarde et m'ordonne d'ouvrir la porte. Mais je hoche la tête pour montrer que je n'ouvrirai pas. Après avoir vu mon signe de tête, il s'est mis en colère, m'a attrapé la tête et l'a frappé contre le mur. Je suis tombé sur le sol en ressentant une douleur extrême, mais aucun mot n'est sorti de ma bouche. Au bout d'un moment, quand la douleur a disparu, j'ai vu ce monstre déguisé en mon ami donner des coups de pied et essayer d'ouvrir la porte. Le garde est venu en courant vers moi et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai pointé mon doigt vers la chambre, lui disant de sauver John et Rohan. Le visage du garde est devenu blême. Il s'est mis à trembler de peur. Mais il est quand même monté. Il a vu John inconscient et a vu Rohan donner des coups de pied dans la porte sans pouvoir l'ouvrir. Mais quand il a essayé de faire descendre John, Rohan a donné un coup de pied au garde et a traîné John à l'étage devant la porte. Il a commencé à danser en cercle autour de lui. Sans dire un seul mot, le garde s'est précipité en bas. Puis il a fait venir un imam d'une mosquée voisine. Il leur a fallu environ 20 minutes pour arriver. Et je me suis levé de toutes mes forces et suis monté avec eux. Il y avait Rohan sur la poitrine de John et John qui me regardait en riant. Et c'est là que je perds à nouveau connaissance. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvé dans un grand hall et Rohan était à côté de moi. Mais nous n'avons vu John nulle part. Puis l'imam est venu nous voir après avoir su que nous étions réveillés. Je lui ai alors demandé des nouvelles de John. Après avoir entendu ce qu'il m'a dit, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il m'a dit, alors que Rohan était sur la poitrine de John, il a commencé à réciter Ayat al-Kursi, une sourate très puissante. Rohan est tombé sur le sol et John a repris conscience. Ils ont tous les deux été amenés dans une salle. John a eu la tête bandée, mais le jour suivant, il s'est réveillé et s'est suicidé en sautant du 3e étage. Rohan et moi n'arrêtions pas de pleurer après avoir entendu ça. Le lendemain, l'imam est venu nous demander ce qui s'était passé au 4e étage et pourquoi nous y étions allés. Rohan a dit qu'après être tombé, il ne se souvenait de rien. J'ai donc tout raconté à l'imam. Et ce qu'il m'a dit sur l'histoire du terrain et du bâtiment me donne encore la chair de poule.
Le bâtiment a été construit en 1993. Le terrain appartenait à un homme nommé Jack. Un jour, son frère est arrivé avec les documents du terrain avec son nom dessus et a réclamé le terrain pour lui-même. Puisqu'il avait les documents, il a vendu la terre aux autorités qui ont construit la résidence universitaire par la suite. Jack était introuvable pendant et après cet incident. Après de nombreuses années, un jour, un garçon étrange est venu dans cette fameuse chambre. Il ne parlait à personne et restait tout le temps seul. Son colocataire se plaignait que chaque nuit, il devait sortir de la chambre pendant 1 heure parce qu'il le lui demandait. Une nuit, ils ont entendu des cris provenant de la chambre, et lorsqu'ils y sont allés, ils ont vu que le garçon avait poignardé son colocataire avec un grand couteau et était couvert de sang. Il disait quelque chose dans une autre langue, et tout à coup, il a brisé le verre de la fenêtre et s'est coupé la gorge avec. Un imam a été appelé, et ils ont vu un pentagone dessiné sur son lit. L'imam a raconté qu'il pratiquait la magie noire, et qu'il était entré en contact avec une entité incroyablement puissante, qui lui avait promis quelque chose, mais qu'il n'avait pas pu tenir sa promesse, et qu'elle l'avait tué ainsi que son voisin de chambre. Après cela, 3 garçons sont venus dans cette chambre, et les 3 se sont suicidés de la même manière en se tranchant la gorge. Ce bâtiment existe encore aujourd'hui, et les étudiants y vivent, mais personne ne va au 4e étage. Rohan et moi, nous nous en voulons toujours pour la mort de John, et nous rendons visite à ses parents de temps en temps. En tout cas, depuis cet événement, je sais que la magie noire est réelle, et c'est la pire chose dans laquelle une personne puisse être impliquée. Cette histoire parle d'un incident qui s'est produit dans mon village en Inde. Toute ma famille et moi vivons à Mumbai. Mais 1 fois par an, nous allons faire des vacances là-bas. C'était le mariage de ma sœur et on s'est tous rendus au village pour célébrer cet événement. Tout d'abord, une petite présentation de la maison. Elle a un étage. Au rez-de-chaussée, il y a 4 pièces, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. À côté des toilettes, il y a un escalier qui mène au 1er étage. Au 1er étage, il n'y a que 2 chambres et une terrasse. Le jour où nous sommes arrivés au village, j'étais très fatiguée et tout le monde a eu sa chambre pour dormir. Mon oncle, mes cousins et moi dormions sur la terrasse. Cette nuit-là, j'ai dormi tranquillement. Le lendemain soir, nous avons tous veillé un peu tard. Au milieu de la nuit, je me suis levée pour répondre à l'appel de la nature. Et c'est là que j'ai vu ma grand-mère penchée sur le mur de la terrasse. Normalement, celle-ci dormait au rez-de-chaussée, et je me suis demandé ce qu'elle faisait au 1er étage à 2 heures du matin. Quand elle m'a vue, elle a commencé à descendre les escaliers. Je l'ai suivie. Elle a pris à gauche et s'est dirigée vers les toilettes.
je suis aussi allée vers les toilettes et j'ai vu la lumière allumée. J'ai attendu à l'extérieur. Mais après avoir attendu plusieurs minutes, ne voyant personne en sortir, j'ai décidé d'aller vérifier la chambre dans laquelle ma grand-mère dormait. Et je l'ai vue, qui dormait paisiblement. Quand j'ai ouvert la porte des toilettes, il n'y avait personne. Finalement, je suis entrée, j'ai répondu à l'appel de la nature et je suis allée dormir sur la terrasse. Le matin, lorsque j'ai demandé à ma grand-mère ce qu'elle faisait au premier étage la nuit, elle m'a répondu qu'hier soir, elle n'était jamais allée au premier étage. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a vraiment effrayée. Elle m'a dit qu'un djinn vivait sur la terrasse de la maison. Lorsque j'ai fait part de cet incident à mon père, il a confirmé ses dires. Puis il m'a également raconté l'histoire de ma tante. Il a dit, quand ma tante est arrivée à la maison en tant que jeune mariée, elle a vu ces djinns sous la forme de son mari, mon oncle. Et à cette époque, mon oncle était à Dubaï. Elle a donc eu très peur et elle est allée voir un mollah pour lui demander de l'aide. Le mollah est venu et a béni la maison et est parti. Cette nuit-là, ma tante a eu un rêve étrange. Et dans ce rêve, elle a vu un homme avec une barbe et son visage était à moitié brûlé. L'homme a dit qu'il ne laissera jamais ma tante rester dans la maison. Après cet incident, chaque fois que ma tante dormait dans notre maison, elle avait toujours l'impression que quelqu'un lui secouait les orteils et elle tombait toujours malade. Même ses enfants tombaient malades s'ils restaient là-bas. Plus tard, mon oncle a construit une maison séparée de la nôtre. Les djinns sont de deux types, mauvais et bons. Je pense que celui qui vivait dans la maison n'était ni bon ni vraiment mauvais. Pour moi, il voulait juste que ma tante reste loin de cette maison. Tout a commencé autour de mon 9e anniversaire. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne ordinaire avec 2 autres frères et sœurs et mes parents. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous vivions heureux dans une petite maison avec une chambre et une salle de bain. Chaque nuit, je dormais sur un diwan, un lit de jour sans barreaux de chaque côté du lit, adossé à un mur du salon. À côté du lit se trouvaient 2 petites marches menant à l'unique chambre de la maison. Quand je dors, comme un mort la plupart du temps, sans rêver, même maintenant, mais cette nuit était différente. Je dormais comme un bébé avec une main tendue au-dessus de ma tête, hors de l'oreiller, comme pour bloquer l'entrée de la chambre. Et c'est là que je l'aperçois. Presque sortie de nulle part, je vois une vieille dame frêle portant un sarré rouge se dirigeant vers le petit escalier de 2 marches menant à la chambre. J'étais endormie, je ne pouvais pas me réveiller ou crier, et j'ai été immédiatement confus quant à l'identité de cette grand-mère qui était venue chez moi. Je ne la reconnaissais pas et ne l'avais jamais vue auparavant. Je me suis dit, il vaut mieux qu'elle ne sache pas que je l'ai vue, et j'ai fait semblant de me rendormir. Alors qu'elle a commencé à se diriger vers la chambre, ma main était tendue,
elle a soulevé très doucement mon bras et l'a placé sur ma poitrine. Je pouvais sentir sa main toucher le dos de ma main et je savais instinctivement qu'elle savait que je l'avais vue. Bizarrement, je ne me suis pas sentie menacée ou effrayée par elle. Elle était calme, avait une certaine paix et avec ce contact, j'ai su qu'elle était venue seulement pour dire quelque chose. Puis, en un instant, je me suis à nouveau assoupie. Environ 30 minutes plus tard, j'ai été soudainement réveillée par des lumières et une agitation dans la maison. Ma petite sœur était également réveillée et assise avec ma mère sur leur lit. Mon père se démenait pour donner de l'eau à ma mère, qui pleurait de façon incontrôlable. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'ai demandé à ma mère ce qui n'allait pas. Elle a répondu, toujours en reniflant. J'ai vu ma grand-mère dans mon rêve, et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas que je sois mariée à ton père. J'étais choquée, et j'ai aussi pensé que c'était hilarant de voir ma mère se mettre dans cet état pour une chose aussi ridicule. À ce moment-là, mon père et ma mère étaient déjà mariés depuis plus de 10 ans. Je lui ai demandé, était-ce une très vieille dame? Portait-elle un sari rouge? C'est comme ça que tu l'as vue? À ma grande surprise, ma mère m'a répondu que oui. Je l'ai vue comme la vieille et frêle personne qu'elle était avant de mourir, et elle portait un sari rouge, celui qu'elle avait vers la fin. C'est maintenant son tour d'être confuse et choquée, et elle me demande « Mais comment le sais-tu » Jusque-là, je n'avais jamais entendu parler de sa grand-mère, même en passant. Il n'y avait pas de photo d'elle, car c'était surtout pour les riches en Inde à l'époque, et la famille de ma mère venait d'un milieu très pauvre qui ne pouvait pas s'offrir de photos. S'il n'y en avait une, je ne l'avais pas vue. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé il y a moins d'une demi-heure pendant que je dormais. Quelque chose en moi m'a dit alors de lui dire de ne pas s'inquiéter de la conversation de sa grand-mère et que, à mon avis, l'arrière-grand-mère voulait juste du drame. Cela a probablement rendu ma mère encore plus perplexe. Mais la tension est passée quelques minutes plus tard, la paix a été rétablie et tout le monde est retourné se coucher. Mes parents sont heureux en ménage depuis plus de 47 ans maintenant. Et pour moi, cette expérience était juste le début de centaines d'autres expériences spirituelles. C'est presque comme si l'arrière-grand-mère avait ouvert un portail pour que les esprits me rendent visite. Ils m'ont apporté des messages d'avenir, de bonheur, de malheur. Certains sont simplement restés sur place, d'autres traînent encore dans les parages, et d'autres encore ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus. Certains esprits ont demandé de l'aide, et d'autres ont aidé. Je n'ai vu les esprits que de quelques personnes que je connais, mais je n'ai aucune idée de ceux qu'ils sont pour la plupart. Est-ce effrayant? Je ne pense pas à eux de cette façon, et je respecte les esprits autant que les vivants. L'être humain ne se résume pas à cela. Nous sommes plus connectés les uns aux autres que nous le pensons. Il y a un monde au-delà de nous, un monde au-delà de la mort.